Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux droits de douane et le transport d'œuvres d'art. Le 2 avril, le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane réciproques sur tous les biens importés aux États-Unis, entrés en vigueur à partir du 9 avril, avant d'être suspendus pendant 90 jours. Comment cela affecte-t-il les transports d'œuvres d'art? Nous en parlons tout de suite avec Édouard Gouin, qui est cofondateur de Convelio, solution logistique pour les œuvres d'art. C'est parti, c'est Art et Marché. Le 2 avril, le président américain Donald Trump a déclaré l'instauration de droits de douane réciproques sur l'ensemble des biens importés aux États-Unis. Ces mesures sont entrées en vigueur le 9 avril avant d'être suspendues pendant 90 jours. Donc nous sommes pendant ces 90 jours, mais nous allons voir avec Édouard Gouin, cofondateur de Convelio, entreprise de transport et de stockage d'œuvres d'art. Comment est-ce qu'on peut quand même penser, réfléchir en amont de ces droits de douane qui vont être peut-être appliqués. Déjà, il y avait beaucoup d'interrogations sur le fait, oui ou non, est-ce que les œuvres d'art sont concernées par ces droits de douane? Est-ce que c'est un peu plus clair aujourd'hui? Bonjour. Oui, c'est relativement clair en tout cas. A priori, les œuvres d'art ne sont pas concernées. Elles ont toujours été exemptes de tarifs aux États-Unis, à l'exception des œuvres d'art qui arrivent, qui sont d'origine chinoise, qui elles étaient historiquement, sur lesquelles était imposé un tarif de 7,5% qui maintenant est de 27,5%, mais sinon toutes les autres œuvres d'art qui arrivent aux États-Unis sont exemptes. La problématique se pose beaucoup plus sur les antiquités et tout le mobilier design qui peut rentrer aux États-Unis, qui typiquement, eux, vont être imposés à hauteur de 10%, auxquels peuvent être ajoutés aussi jusqu'à 25% de droits de douane additionnels à partir du moment où ces objets vont avoir soit de l'aluminium, soit de l'acier de mémoire. Et donc sur cette partie d'aluminium et d'acier, il pourrait y avoir un tarif additionnel de 25%. Donc si on revient aux droits de douane, comme le précisait Donald Trump le 2 avril, ce serait particulièrement sur design et antiquité. Design et antiquité, tout à fait. D'accord, parce que ça sortait un petit peu de la définition des États-Unis des œuvres d'art. Tout à fait. Donc aux États-Unis, ce qui est considéré comme une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est unique ou en édition limitée, où il y a une intention artistique, où il n'y a majoritairement pas de fonction. Alors après ça peut être sur une sculpture de Lalanne, on peut en discuter. J'ai quelques contre-exemples de ça, mais la majorité du temps, c'est comme ça que c'est considéré aux États-Unis. Et du coup, mais design et antiquité, ils ont considéré que c'était pas, ça rentrait pas là-dedans. Ça rentre pas là-dedans, malheureusement. Du coup, ce qui touche une grosse partie du marché de l'art. Donc il y a beaucoup de nos clients qui sont non seulement des maisons de vente, mais qui du coup vont avoir beaucoup de ventes de design, de ventes d'antiquité. Beaucoup de marketplaces en ligne, beaucoup de galeries de manière générale qui vont vendre des antiquités et donc qui sont fondamentalement impactés par ces tarifs-là. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même une diminution assez importante de la part des acheteurs. Donc beaucoup des acheteurs qui soit reconsidèrent leurs achats, soit repoussent leurs achats. Donc ça, c'est sur la partie vraiment design antiquité, alors que sur la partie art, pour l'instant, l'impact est quand même semble a priori limité. Oui, j'allais dire sur les transports, vraiment ces échanges, pour l'instant, pendant ces 90 jours, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce que tout est un peu chamboulé ou on continue comme si rien n'était pour l'instant? Non, il y a des retards. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mise en place de ces tarifs s'est fait au même moment que la réduction de ce qu'on appelle le de minimis aux États-Unis. Donc, il y avait des procédures d'import qui étaient fondamentalement simplifiées pour toutes les pièces dont la valeur était inférieure à 2500 $. Ouais. Ça a été réduit à 800 $, donc ça a créé beaucoup d'engorgement auprès des douanes américaines. Et donc ça crée beaucoup de retard, au point que certains gros prestataires logistiques ont annoncé que leur warehouse était complètement sous l'eau et qu'il fallait s'attendre à des retards. Donc ça, c'est entre guillemets l'impact négatif. L'impact relativement positif, mais qu'on voit relativement peu malgré tout, c'est le fait que, étant donné
la réduction des flux, notamment aériens, on a vu une réduction du coût du fret aérien de manière globale, mais c'est rarement quelque chose qui est in fine poussé auprès du client. Voilà. Au final, entre l'impact des tarifs et la réduction des frais aériens, le client ne verra pas vraiment de changement sur le prix de transport. Et du coup, sur ces 800 euros, c'est quand même... ça, c'est acté pour le coup. Ça, c'est acté et ce ne sera pas modifié. Ouais. Et entre les 800 et les 1500 euros, c'est quand même des bases de prix qui sont assez fréquentes dans le milieu du marché de l'art, donc ça va toucher pas mal de... Tout à fait. Alors ça peut être très fréquent sur les plus petites pièces. Nous, c'est quelque chose en toute transparence qu'on voit assez peu. C'est une partie du marché. Typiquement, Convelio, on peut faire des pièces, transporter des pièces qui valent à partir de 1000 euros et plus, mais c'est vrai que la majorité de ce qu'on fait, c'est quand même fondamentalement au-dessus de ça. Donc nous, on ne voit pas l'impact pour nous, si ce n'est l'impact de l'engorgement des douanes aux États-Unis. Ouais. Et entre galeries, maisons de vente aux enchères, etc., ce serait du coup plutôt maisons de vente aux enchères qui seraient concernées. Il semblerait, ouais. Qui seraient impactées. Bah oui, qui seraient impactées. Ouais. Ce serait plus ces acteurs-là où il n'y a pas de différence. Alors, en fait, c'est tous les acteurs qui vont vendre des antiquités et du design. Il y a des galeries qui vont vendre des pièces de Charlotte Perriand, Prouvé, etc., qui, du coup, vont être impactées. C'est aussi le cas des maisons de vente. Le fait est que les maisons de vente ont souvent un inventaire qui est beaucoup plus diversifié qu'une galerie. Donc, si une galerie vend que des œuvres d'art, elles vont effectivement que des œuvres d'art et du coup, ne sera pas impactée. Il y en a d'autres qui vont avoir un inventaire qui est un peu plus large, un peu plus diversifié, ce qui est souvent le cas des maisons de vente. Et du coup, typiquement, les maisons de vente vont avoir tendance à être plus impactées. Maintenant, on n'est pas encore entré dans vraiment la saison haute des ventes. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe dans les mois qui arrivent. Et vous avez des bureaux, du coup, à New York. Un espace de stockage aussi là-bas? Pas à New York. On est à Londres, Paris et New York. On a des espaces de stockage à Londres et à Paris. D'accord. Et on devrait ouvrir New York en 2026. Ouais. D'accord. Et donc le fait que vous soyez à New York, est-ce que ça permet justement d'apporter des solutions, de contourner certaines... quelques recommandations vous auriez à donner peut-être Alors ça ne nous permet pas de contourner, malheureusement c'est très compliqué de contourner les douanes. Mais non, je ne voulais pas contourner les douanes, mais plutôt trouver des solutions intéressantes et intelligentes. Tout à fait. Non, en fait, le fait d'avoir un bureau en local, ça nous aide parce qu'on a une expertise locale qui est très forte. Maintenant, honnêtement, la seule chose à faire, entre guillemets, et je vais parler surtout pour ces œuvres qui vont être à la frontière entre des œuvres d'art et du design. Donc je prenais des exemples des pièces de Lalanne. En fait, ce qui est très important, c'est d'être extrêmement clair sur la documentation qui va être transmise aux douanes sur la pièce. Donc c'est de se dire, est-ce que... Voilà, si on prend une pièce de Lalanne, est-ce que c'est une édition, a priori c'est une édition limitée, il faut bien spécifier quel est ce qu'on appelle le HS code, donc la description douanière du bien sur la facture. Il faut idéalement, si l'artiste est encore vivant, on peut avoir aussi une lettre manuscrite de l'artiste qu'on peut joindre aux documents qui vont être transmis à la douane. Donc en fait, le but c'est vraiment de surdocumenter pour prouver qu'une pièce est effectivement une œuvre d'art et que ce soit pas challengé par les douanes américaines. Alors après, il y a toujours une possibilité qui va être, de notre point de vue, d'aller challenger une décision qui va être prise par les douanes. Si par exemple, on a une pièce de Lalanne qui va être considérée par les douanes comme étant une sculpture, nous on peut arriver avec des informations additionnelles en disant, bah voilà, on va vous expliquer que c'est pas seulement une sculpture, c'est une œuvre d'art, voilà les documents joints. Mais exactement, nous on assiste nos clients sur ce genre de procédure. Maintenant, le fait est que ça peut créer des retards si la documentation n'est pas faite correctement en amont. Et quand vous aurez un espace de stockage à New York, ça peut être intéressant peut-être d'attendre ou de stocker des œuvres d'art pendant un petit temps? Tout à fait. C'est des demandes qui sont assez fréquentes de nos clients récemment, pas sur la partie œuvres d'art, mais vraiment sur la partie plutôt design, antiquité, où en fait on nous demande si on peut stocker les œuvres à Londres ou à Paris, le temps de voir comment la situation se décante. Après, c'est des demandes qu'on a surtout eues en amont du 2 avril, ou juste après les annonces du 2 avril, où en fait là il y avait vraiment un risque très fort d'avoir 20% de droits de douane imposés sur ces pièces-là, ce qui aurait été absolument énorme. Depuis, ça a été réduit à 10% pour ce qui part de l'Union européenne et depuis l'Angleterre, c'est resté à 10%. Donc voilà, 10% c'est encore relativement acceptable et donc on voit quand même que le business a commencé à repartir. Enfin voilà, on a eu vraiment une semaine où on a reçu beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'interrogations de la part des clients. Maintenant ça s'est entre guillemets normalisé et je pense que ça continuera à se normaliser dans les mois qui arrivent. Donc vous avez été créé en 2017, vous avez levé 30 millions d'euros depuis 2022.
Est-ce que, voilà, depuis, est-ce que vous avez travaillé sur des nouveaux projets? Est-ce que c'est possible de faire des innovations dans le transport? Est-ce que, comment voilà, vous êtes développé depuis? Oui, alors depuis notre levée de fonds de 30 millions en 2022, il s'est passé pas mal de choses de notre côté. L'innovation a toujours été, la technologie a toujours été quelque chose de très propre à notre business model. C'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on s'est différencié. On avait lancé le premier algorithme de calcul de devis de transport instantané pour le marché de l'art fin 2017. Voilà, depuis, il y a beaucoup d'innovations qui sont arrivées. Maintenant, sur les innovations qu'on a développées depuis 2022, c'est surtout lié bien sûr à notre activité de transport. Donc, on a continué à améliorer nos systèmes de tracking qui permet à n'importe quel de nos clients de suivre de bout en bout une œuvre. On a aussi des possibilités de tracking en temps réel avec des labels qui peuvent être mis sur les caisses et qui vont aussi traquer la température, les chocs, etc. Donc ça, c'était une partie des innovations. Maintenant, deux grosses parties sur lesquelles on a beaucoup innové ces dernières années, c'est surtout sur la partie stockage. Donc historiquement, on n'était pas un acteur du stockage, on était un acteur du transport. On a lancé notre premier entrepôt de stockage en août l'année dernière à Londres. À Londres d'abord. Ouais, tout à fait. Et ensuite à Paris en début février. Et en fait, on a voulu prendre la même approche sur le stockage que celle qu'on avait prise sur le transport. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à innover sur un marché qui historiquement est quand même assez poussiéreux. Oui, qui ne bouge pas beaucoup, on va dire. Qui ne bouge pas beaucoup, avec des acteurs qui sont très établis, qui ont tendance à se consolider, donc qui ont encore moins d'intérêt à innover, parce qu'ils ont vraiment un peu, pour certains, pignon sur rue. Et donc l'approche qu'on a prise était la suivante. On a fait ce qu'on fait tout le temps, donc on a parlé avec nos clients en essayant de comprendre quels sont les besoins qu'ils ont au quotidien avec leur solution de stockage. Et ce qui est ressorti, c'était c'est impossible pour nous d'avoir une visibilité complète sur notre inventaire chez les prestataires qu'on a et de savoir exactement qu'est-ce qui est chez ce prestataire, quelles sont les informations sur chacun de ces lots-là, combien est-ce qu'on paye de frais de stockage et de ce qu'on appelle de frais auxiliaires qui sont souvent très chers pour ces lots, etc. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est développer une solution logicielle de gestion d'inventaire qui permet à nos clients de voir en temps réel tous les lots qu'ils ont stockés chez nous. Et donc ça, on a lancé ça en septembre l'année dernière et c'est disponible pour tous les clients qui stockent avec nous. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que en lançant cette solution, nos clients nous ont dit, mais en fait, cette solution, on aimerait bien l'utiliser, mais pas seulement pour les pièces qui sont stockées chez vous, mais pour les pièces qui peuvent être chez vos concurrents ou dans la galerie, etc. Et en fait, de s'en servir comme système de vraiment gestion d'inventaire plus global. Et donc, c'est ce qu'on a ouvert en février. Donc maintenant, on a une solution vraiment. On a 3 activités du coup, une activité de transport historique, l'activité de stockage et l'activité purement logicielle sur la gestion d'inventaire. Voilà. Tout à fait. Qui n'est pas seulement logistique, qui est vraiment gestion d'inventaire et qui en fait est en train de se développer. On a une composante douanière qui va arriver et des composantes beaucoup plus business sur la partie vraiment gestion de la galerie qui sortiront dans les mois qui arrivent. Et comme ça, on pourra savoir exactement tous les frais globaux coûte qu'il y a apposé à un objet. Tout à fait. Et en fait, même au-delà de ça, l'idée c'est de se dire, en tant que logisticien dans le monde de l'art, mais aussi en tant que galerie manager d'une galerie d'art, je vais pouvoir me lever le matin, avoir l'ensemble des informations qui soient centralisées sur une seule et même plateforme, que ce soit au niveau logistique, au niveau financier, au niveau des informations que je peux avoir sur mes clients. Et ça, l'idée, c'est vraiment de rassembler à terme l'ensemble de ces éléments au sein d'une même plateforme. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et du coup, cette brique de gestion d'inventaire qu'on a développée initialement pour le stockage est vraiment la première pierre de ce projet. Merci beaucoup Edouard Gouin. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Convelio, donc de transport, logistique, stockage, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.